Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous de l'économie, de la finance. Un début d'année bien volatile, bien chargé, bien tendu, hélas comme on ne les aime pas, puisque les banques centrales continuent de relever leur taux d'intérêt. L'objectif étant de maîtriser l'inflation. La Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur de 0,25 points, ce qui est significatif. C'est une hausse qui s'accompagne de celle de la BCE, qui a priori devrait suivre au mois de mars. C'est vrai qu'on a des marchés financiers qui sont toujours très volatiles. Depuis le début de l'année, le CAC 40 parisien a perdu 2,7% cette semaine, ce qui est tout de même un chiffre significatif, avec toujours ces inquiétudes. Et pour résister à ce climat international très fluctuant, très instable, il y a la politique monétaire des pays, en l'occurrence au Maroc. On va s'y intéresser cette semaine avec Abdellatif Komad, qui est professeur d'université. C'est vrai, Abdellatif Komad, qu'aujourd'hui, une politique monétaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est une sorte de matelas de sécurité, c'est un espace où on peut intervenir pour faire en sorte que l'inflation ne soit pas trop douloureuse. C'est ça, une politique monétaire? Alors, en fait, la politique monétaire, elle est dans la continuité. Bien sûr, elle réagit en fonction d'analyses que font justement les décideurs en la matière, en fonction de la situation interne, de la situation internationale. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est essentiellement les décisions de la Banque centrale par rapport notamment au taux directeur. Donc, il y a eu à un certain moment une tendance à la hausse qui a fait augmenter ce taux progressivement de 1,5 jusqu'à 3%. Et puis, il y a eu une stabilité durant les deux dernières réunions. Donc, en principe, on suit un peu ce qui se passe au niveau international parce que c'est pratiquement la même chose. Il y a eu une tendance à la hausse dans la majorité des pays. Et puis, depuis quelques mois, c'est plutôt la tendance à la stabilité parce que l'enjeu, il est double. Bien sûr, il s'agit de réguler l'inflation. Bien sûr, c'est toujours ce qui est le but recherché. C'est de limiter la circulation de l'argent en augmentant les taux directeurs. Mais bien sûr, le revers de la médaille, c'est l'impact sur la croissance. Parce que lorsqu'on réduit la circulation de l'argent, bien sûr, cela, c'est au détriment de sa disponibilité, notamment pour investir. Et donc, ça a un impact relativement négatif sur la croissance. Question naïve, s'il n'y avait pas eu ces augmentations, ces corrections du taux directeur à la hausse, l'inflation aurait été plus forte qu'elle n'a été, c'est bien cela? Effectivement, Okay. Parce qu'il y a deux mesures. Il y a les mesures prises par la Banque centrale, bien sûr, et puis bien sûr, il y a les mesures qui sont prises par le gouvernement. Donc, il y a la politique monétaire, il y a la politique budgétaire, et chacun agit dans son sphère pour réduire l'inflation. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire qu'il y aurait eu quelques mesures à prendre pour pratiquement qu'il n'y ait pas d'inflation, parce que c'est une inflation qui est mondiale et qui est générée notamment par les flux internationaux. Mais les mesures aussi bien de la Banque centrale que du gouvernement, c'est de réduire cette inflation. Et certainement, s'il n'y avait pas eu ces mesures, on aurait eu une inflation encore plus importante. Mais l'inflation, on ne peut pas lui... C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos économies interconnectées, c'est une réflexion qu'on se fait beaucoup dans Economia, mais dans nos économies interconnectées, quand l'inflation est mondiale, c'est très difficile d'y échapper. C'est-à-dire qu'on est quasiment obligé d'en subir les contre-coups, c'est bien cela? Effectivement, surtout pour une économie ouverte sur l'international. Le Maroc est un pays dont pratiquement import plus export représente plus que 80% du PIB. Et donc, nous importons bien sûr des produits, des entrants, des matières premières, des produits semi-finis, et puis les produits alimentaires, les produits énergétiques. Et bien sûr, lorsqu'au niveau international ces prix augmentent, cela va bien sûr avoir un impact forcément sur les prix, bien sûr, au niveau interne. D'accord, mais alors maintenant cette politique
de taux directeur, donc a priori, elle va être maintenue, enfin, on est sur une stabilisation, vous nous dites. Est-ce que cela veut dire qu'il y a malgré tout, de la part du monde entrepreneurial, des hausses à espérer sur les salaires, sur les revenus parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on est dans une société de consommation, hein, les tentations sont là, mais c'est vrai aussi que parfois les salaires ne sont pas au rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que à l'échelon en macroéconomie, hein, je parle bien en termes macroéconomiques, il y aurait quelques matières à avoir espoir de correction à la hausse des revenus, c'est-à-dire que le travail au Maroc nous permettrait de gagner plus d'argent, ce serait de l'ordre de l'envisageable? En fait, ce qui est souhaitable, mais l'équation n'est pas aussi simple parce que l'entreprise également elle a en fait sa propre logique, qui est une logique pas seulement de profit, mais une logique de maintien, de survie. Et ce sont des équilibres à établir. Et donc, s'il n'a pas les moyens, si l'activité économique, si le taux de croissance ne lui permet pas de générer justement une dynamique plus importante, certainement, il ne pourra pas augmenter les salaires. Oui, ça peut se Donc, comprendre. en fait, ce n'est pas seulement de la volonté des entreprises de ne pas augmenter, mais c'est qu'il y a une conjoncture qui est difficile partout. Il y a un taux de croissance qui est réduit, et donc l'investissement, bien qu'il y ait un engouement aujourd'hui du Maroc à attirer de l'investissement surtout au niveau international, mais tout cela c'est fait à moyen et long terme. Et donc la conjoncture est difficile. Quelle que soit en fait la bonne volonté, bien sûr il y a toujours des marges de manœuvre, mais ce n'est pas aussi automatique, ce n'est pas que de la volonté de l'entreprise de ne pas augmenter, de ne pas aligner sur le taux d'inflation, mais parce que la conjoncture n'est pas évidente. Mais la politique d'investissement maroco-marocaine, elle est nécessaire, comme dans toutes les économies du monde. Comment une entité gouvernementale peut-elle faire pour doper l'investissement marocain? C'est-à-dire déjà, ça veut dire qu'il y a des hommes d'affaires qui y croient, qui pensent qu'il y a des choses à faire dans ce pays. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Comment faire aujourd'hui pour doper cet investissement, créer de l'entreprise, créer de la richesse? Est-ce que c'est comment dire, une démarche qui est difficile à tenir pour les dirigeants actuels? Parce qu'on se dit que c'est tellement évident de créer des entreprises et de faire de l'investissement, mais comment faire pour doper cette activité-là? Alors justement, l'investissement, il y a plusieurs effets qui impactent l'investissement. Bien sûr, il y a des effets qu'on peut qualifier d'immatériels ou de subjectifs, qui sont notamment la confiance et la visibilité. Ça, c'est très important. Il faut qu'on ait une confiance en l'avenir de notre pays, les perspectives de notre pays, et puis bien sûr un écosystème qui justement insuffle cette confiance par un système judiciaire, par une administration efficace, par une simplification des procédures. Tout cela, bien sûr, est en cours d'être réalisé. Je crois que le gouvernement est conscient que l'enjeu se situe notamment à ce niveau-là, d'où, bien sûr, l'appel régulier à ce que les procédures soient simplifiées, à ce que les centres régionaux d'investissement qui voient leur positionnement et leur rôle évoluer depuis notamment la réforme de 2019, notamment simplification des procédures, etc. Ça, c'est très, très important. Alors, bien sûr, il y a l'autre dispositif que l'État prévoit justement pour encourager l'investissement, d'où bien sûr la charte d'investissement qui vient d'être promulguée et qui prévoit un certain nombre d'avantages en fonction bien sûr du positionnement de l'investissement, donc la qualification d'investissement stratégique qui a un certain nombre d'avantages, la dimension régionale également, la dimension genre en termes d'emploi, notamment l'encouragement de l'emploi des femmes. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et qu'il va falloir davantage renforcer pour justement encourager l'investisseur parce qu'il y a des facilités sur le plan fiscal, des encouragements en fonction du nombre d'emplois créés, etc. Et c'est ce que devrait justement mieux faire prévaloir le gouvernement pour encourager davantage d'investissements, comme vous l'avez dit, maroco-marocains. Parce qu'autant aujourd'hui les EDE, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, il y a une tendance à les augmenter à long terme, mais il faudrait que l'investissement soit essentiellement et également, le noyau dur, soit maroco-marocain. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui vous avez 30 ans, une bonne idée et pas d'argent
dans la poche. Bon, à part la famille, les amis qui vont aider à apporter quelques centaines, milliers de dirhams ici et là. Mais quand vous êtes jeune et que vous allez taper à la porte d'une banque, c'est vrai que l'argent coûte cher aujourd'hui. Il faut dire les choses. C'est voilà, et c'est beaucoup de responsabilités. C'est aussi être sûr que son activité va fonctionner. Bon, le commerce, par définition, c'est une activité à risque. C'est pas facile aussi pour les jeunes qui ne sont pas argentés de se lancer, qui plus est de créer des emplois, si on le fait bien avec une bancarisation des employés, avec la CNSS, avec toutes les charges qui vont être liées à la protection sociale qui va monter en gamme dans le royaume. C'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui de créer des entreprises. Alors effectivement, il y a plusieurs aspects. Vous avez évoqué le coût de l'argent. Il faut juste rappeler que le coût de l'argent au Maroc, il est plus faible que la moyenne mondiale. Si vous voyez aujourd'hui les taux directeurs qui impactent le taux d'intérêt, nous avons un des taux directeurs le plus bas au niveau de la région, même au niveau mondial. Il se situe aux alentours dans les pays avancés de 5%, et puis dans certains pays, il frôle les 2 chiffres. Donc, le coût de l'argent, il est ce qu'il est, mais ce n'est pas la plus grande contrainte parce que ça reste relativement supportable. Alors, vous avez évoqué d'autres aspects, notamment les jeunes. Alors, les jeunes, il y a un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place, aussi bien dans le cadre du gouvernement, à travers les programmes, je dirais, institutionnels, comme Intelaka, comme d'autres projets lancés par le gouvernement. Il y a des dispositifs également qui sont mis en place par la société civile. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'INDH, l'Initiative de développement humain, aujourd'hui, qui dans le cadre de ce qu'on appelle les plateformes d'intégration économique des jeunes, et dont l'un des 3 axes fondamentaux, à part l'employabilité, l'économie sociale et solidaire, c'est l'entrepreneuriat. Et là, l'INDH met à la disposition des jeunes des montants d'amorçage pour entamer leur projet. Ce qu'il faudrait, c'est tout d'abord d'être informé, d'être outillé pour notamment monter et présenter son projet d'une manière professionnelle. Mais je crois que si on a une bonne idée et si on arrive à bien la présenter, ça ne devrait pas être, bien sûr, difficile d'avoir le financement. Maintenant, est-ce que le projet va réussir ou non en fonction d'une conjoncture, d'un marché, etc. C'est difficile de savoir. C'est autre chose, parce que si on veut justement avoir la casquette d'entrepreneur, il faut bien sûr avoir la capacité de le faire. Oui, il faut les nerfs. D'ailleurs, nous organisons pour la première fois en Afrique, le prochain congrès qui s'appelle Global Entrepreneurship Monitor, qui mesure l'esprit entrepreneurial à travers 50 pays. Et cette enquête-là, justement, il agit sur au Maroc d'une manière générale. On a beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, mais on a du mal à passer de l'action à la concrétisation. Bien sûr. Et ce qui explique tout cela, c'est l'écosystème. Il faut que l'écosystème fonctionne mieux en termes d'accès à l'information, en termes d'accompagnement. La question de l'accompagnement est fondamentale. Il ne faut pas que le jeune soit livré à lui-même, il faut qu'il soit accompagné. Et là, c'est un métier. L'accompagnement, c'est un métier pour le mettre en confiance, le rassurer, lui donner des ingrédients de la réussite de son entreprise en termes d'approche marketing, en termes de définition des prix, en termes d'approche commerciale, en termes d'aspect financier. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait pour justement qu'on puisse davantage réussir cette épreuve d'entrepreneuriat qui est fondamentale parce qu'on ne peut pas avancer et on ne peut pas atteindre les objectifs de développement en termes de richesse et de création d'emplois sans que l'initiative entrepreneuriale ne soit davantage développée dans notre pays. Mais alors, je suis désolé, la formulation va être un peu caricaturale, mais je vous la livre telle quelle, je la livre à votre analyse. Il y a une idée reçue, elle vaut ce qu'elle vaut, et si elle vaut rien, vous nous le dites, qui est la suivante, c'est de dire finalement on gagne plus d'argent quand on travaille avec des grandes firmes étrangères, quand on arrive à capter de l'investissement ici au Maroc et qu'on travaille avec telle ou telle firme, qu'on arrive à faire par exemple de la délocalisation, des choses comme ça, et on dit que le marché marocain, il est difficile, il est incertain, il est tendu, il est complexe, parce qu'effectivement il y a des moments de manque de visibilité, etc. etc., etc. Est-ce que cette idée reçue, vous la partagez? Est-ce que ce sont des éléments de ressenti que vous avez?
sujet, parce que c'est très, ça fait mal aux micro-entreprises et elles sont très importantes, les micro-entreprises, les artisans, les gens qui savent très bien faire une chose, mais à l'échelon hyper-local. C'est hyper important d'avoir aussi cette activité économique de proximité. Ça fait vivre les Douars, ça fait vivre les vallées, ça fait vivre tout le monde. Vous voyez, on a toujours le sentiment que je ne pense pas qu'on puisse parler d'une économie à double vitesse. Ce serait peut-être malhonnête de dire ça. Mais on a le sentiment quand même que les parts de bénéfices, si on bosse avec des grosses entreprises étrangères ou sur le marché local, c'est quand même pas tout à fait la même chose en termes de bénéfices. Ça, c'est normal et c'est partout dans le monde. Mais ça Voyez fait mal. les bénéfices que réalisent aujourd'hui les multinationales, notamment américaines. Voyez les bénéfices et les entreprises dans la bourse au niveau de la France. Et vous avez des chiffres en fait énormes. Ouais. Alors ça, c'est un fonctionnement tout à fait normal dans tout pays. Il y a les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle les PME, et de plus en plus on parle des TPME, les toutes petites et moyennes entreprises, et qui sont le noyau de toute économie, sur le plan économique et sur le plan social. Alors maintenant que les entreprises, les grandes, fassent plus de bénéfices que les petites, c'est tout à fait normal. Les petites, ce qu'il faudrait, c'est qu'elles puissent bien sûr se développer pour devenir à un certain moment des moyennes et puis des grandes entreprises. Mais c'est normal que le marché soit plus difficile, soit plus compliqué, que la rentabilité soit moins évidente, parce que les grandes entreprises, ils viennent avec des approches très avancées, ils ont des réseaux, ils ont déjà un positionnement stratégique, notamment des firmes multinationales qui s'implantent au Maroc ou ailleurs. On ne peut pas comparer l'incomparable. Chacun a sa position, chacun a ses règles de fonctionnement, mais ce qu'il faudrait, c'est de persévérer et puis, justement, de développer un écosystème encourageant la TPME. Je crois que c'est la tendance au Maroc aujourd'hui. De plus en plus, on parle de micro-entreprises, on parle des start-up, on parle des TPME, parce qu'on sait que si on veut créer autant d'emplois qu'il est nécessaire, ce n'est pas avec les grandes entreprises. Ce sont les petites entreprises, c'est de l'auto-emploi, ce sont des start-up. Et d'ailleurs, au Maroc, nous avons un taux de création de start-up qui est faible par rapport à des pays émergents et des pays de la région. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut persévérer et non pas dire que tout le monde va travailler dans des grandes entreprises. Non, ce n'est pas évident et ce n'est pas possible. Ce qu'il faudrait, c'est que faire confiance aux petites entreprises, les accompagner et puis encourager les jeunes justement à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que justement, c'est très intéressant cette idée que vous soulevez, la notion d'écosystème, parce qu'effectivement, l'écosystème des petites entreprises à la campagne, dans les villages, dans les quartiers, elle est absolument essentielle parce que c'est là où la vie est aussi, mais aussi un écosystème en capacité d'accueillir et d'accompagner des startups où là, parfois, c'est juste un jeune, un ordinateur portable, une connexion Internet et puis l'affaire peut aller très très haut. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits au Maroc pour essayer de faire émerger ce secteur d'activité. Il y a plusieurs initiatives. En fait, il y a des incubateurs, il y a en fait des factories, il y a des technoparcs, par exemple à Casablanca, mais aujourd'hui un peu partout, des technoparcs qui sont carrément des sites d'innovation qui accueillent des startups, qui leur offrent tout l'environnement de travail, qui leur permettent de développer un réseau. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie du Maroc numérique, nous avons des stratégies d'innovation également, qui de plus en plus, on est conscient qu'on ne peut se développer qu'en développant l'innovation. Et bien sûr, la transformation de l'innovation en projet concret à travers l'entrepreneuriat. Il y a des initiatives. Maintenant, est-ce qu'elles sont suffisantes? Peut-être pas. Oui, peut-être, on peut faire plus. On peut toujours faire plus. Voilà, il faut faire plus, mais je crois qu'il y a un embryon d'initiatives fonctionnelles et multidimensionnelles, aussi bien de la part du gouvernement, à travers des ministères qui sont en charge de l'innovation et de la numérisation. Il y a également la société civile, il y a des fondations. Maintenant, il faut davantage professionnaliser, il faut développer l'accompagnement, surtout l'accompagnement, parce que, en fait, pour la période de transition, entre la création et l'atteinte d'une étape de maturité, il faut que les entreprises puissent se développer. 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 Il faut que les entreprises puissent
l'entrepreneur a besoin d'être accompagné, d'être conseillé. Ça, c'est le métier qu'il faudrait davantage développer. Mais il y a quelque chose qui est vertigineux parce que votre propos est très construit, Abdelatif Komat. On retrouve bien d'ailleurs dans la façon dont vous déliez, dont vous apportez ces arguments. Là, on voit bien la construction, mais on a une inquiétude qui n'est pas liée à vous, pas au Maroc, pas à nous, mais qui est liée à l'extérieur. C'est vrai qu'on a tous en tête la Covid, on a tous en tête l'Ukraine, on a tous en tête, par exemple, le drame de Gaza qui va impacter les Houthis qui commencent à ouvrir le feu sur la marine marchande et avec des inquiétudes de bateaux qui pourraient s'amuser à bloquer le canal de Suez. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on se rend compte que un raisonnement qui est stabilisé, qui est posé à l'échelle d'un pays, il est malgré tout, il n'est pas à l'abri de drames qui pourraient ou qui ne pourraient pas, ça serait beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut, comment dire, quand une économie se déroule, elle doit être attentive à des risques tout à fait inattendus qui peuvent perturber des mécaniques comme ça qui, a priori, sont bien huilées, n'est-ce pas? Effectivement, ça, ce sont des donnes, je dirais, qui nous sont imposées. Oui, qui nous échappent, bien sûr. Aussi bien par la nature, et là je fais allusion notamment à la sécheresse au Maroc, au tremblement de terre que nous avons vécu il y a quelques mois. Bon, ça, c'est des donnes à la rigueur qui nous échappent. Bien sûr, il y a également l'environnement international, les guerres aujourd'hui, les difficultés au niveau du commerce international. Vous avez évoqué les difficultés aujourd'hui de circulation des navires qui transportent des marchandises, et cela va avoir un impact sur justement les prix des produits transportés. Donc, mais cela n'empêche qu'un pays, bien sûr, a la possibilité et sa responsabilité d'agir sur ce qu'il maîtrise. Ce qu'il maîtrise, c'est sa stratégie. Et l'opérationnalisation de sa stratégie en fonction des moyens et en fonction d'une approche, en fonction du degré de la maîtrise de ce qu'il pourrait faire. Maintenant, on ne peut pas se dire, de toute façon, il y a des conjonctures au niveau naturel et au niveau international et on ne va rien faire. Non, bien sûr. Au contraire. Et d'ailleurs, le Maroc, il a démontré. Si vous voyez un peu les grands chantiers, d'ailleurs, qui ont été insufflés par Sa Majesté durant les 3 dernières années, ce sont des projets qui ont été insufflés durant des périodes de difficulté. Durant la période de Covid, la sécheresse, le tremblement de terre, les guerres et là, le Maroc a arrêté sa stratégie à l'horizon 2030-2050 au niveau de la politique de l'eau, au niveau des économies d'énergie renouvelable, au niveau des alliances géostratégiques. Donc, pour dire que la force d'un pays, c'est de transformer, je dirais, les difficultés en opportunités et de ne pas céder ou être découragé parce qu'il pourrait justement influencer ces stratégies. Moi, je crois que c'est la meilleure manière, en fait, d'avancer. Je crois que le Maroc, en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Bien sûr, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des incertitudes, mais il faudrait avancer et surtout agir sur le capital humain. Le capital humain en termes de formation et puis, bien sûr, en termes de protection. L'éducation, bien sûr, tout à fait, c'est essentiel, absolument. Et cet équilibre entre la dimension économique et la dimension sociale. Parce que si on se développe économiquement et on n'a pas un support social pour soutenir et réduire les déséquilibres, notamment territoriaux et sociaux, ça pourrait créer un certain déséquilibre au niveau de la société. Je crois que ce sont les fondamentaux qui devraient guider ce qui est sous la houlette de Sa Majesté. C'est la voie que nous sommes en train de prendre. Toute petite question tout à fait pratique, mais alors, je suis désolé, je vous la pose comme ça parce qu'on n'est pas des spécialistes. Hein. Mais comment un État fait-il pour se préparer à l'incertitude, à des catastrophes qui, on espère, ne viendront pas? Il provisionne, il met de l'argent de côté, ou il attend que ça arrive pour aller sur les marchés internationaux chercher de l'argent? Parce que ce sont des gymnastiques qui sont extrêmement importantes en termes de volume financier. Si on prend par exemple les sommes qui ont été investies à raison après, par exemple, le terrible séisme qu'il y a eu au Maroc, ça ne se récupère pas d'un claquement de doigts. C'est quand même, on est sur des volumes qui sont tout à fait significatifs. Comment un État, finalement, se prépare-t-il à gérer l'incertitude? Alors, justement, là, je fais allusion, je vous renvoie à un discours de Sa Majesté, qui a d'ailleurs appelé les régions à constituer des stocks, des réserves pour se prémunir contre les aléas. Donc ça, en fait, c'est une stratégie. Hein. Vous avez la gestion des crises, c'est un métier, c'est un savoir. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut prévoir, qu'on peut anticiper,
Il y a d'autres qu'on ne peut pas prévoir. Nous avons un royaume qui est ancré dans l'histoire, qui a ses traditions, qui a ses valeurs, qui a toujours préservé un équilibre au niveau des relations internationales, qui a des amis partout. Et puis nous avons également les Marocains du monde. Il ne faut pas oublier que les Marocains du monde, vous savez que cette année, on va battre le record. Au moment où les économies au niveau mondial sont en difficulté, les flux des Marocains du monde vers le Maroc ne cessent d'augmenter. Cette année, on a atteint déjà en 2023, à la fin de 2023, 110 milliards de dirhams. Voilà ce qui fait que le Maroc, il a toujours cette marge de manœuvre grâce, bien sûr, à son ancrage comme société qui a une culture, qui a une histoire, qui a des amis partout, et puis qui a le citoyen marocain, qu'il soit au Maroc ou qu'il soit à l'étranger, qui reste avec cet éveil pour soutenir son pays. Puis, bien sûr, il y a la clairvoyance de la monarchie qui a toujours accompagné, qui a toujours fait face justement aux difficultés, aux crises que traverse notre pays. Merci Abdelatif Komat pour ces explications. On se tourne maintenant vers la mer Rouge avec ses frappes américaines et anglaises contre des positions houthies et Houthis qui n'ont pas cessé ces dernières semaines à la fois d'ouvrir le feu sur Israël, mais également de procéder à du harcèlement naval, à procéder également à de l'arraisonnement de navires, de supertankers, de bateaux transportant des marchandises. L'insécurité était telle que les États-Unis, avec d'autres pays, ont créé une force navale internationale pour protéger le trafic commercial dans l'espace de la mer Rouge, puisqu'il est absolument central sur l'axe entre l'Asie et le bassin euro-méditerranéen, avec derrière l'Amérique du Nord. Donc voilà, absolument essentiel de protéger ce dispositif en mer Rouge, puisque les conséquences sur le commerce mondial sont bel et bien réelles. Je vous propose d'écouter les explications du spécialiste Marc-Antoine Faure. On a un petit peu de tout. On va avoir à la fois des pétroliers, autour de 10 à 12% du trafic d'hydrocarbures, mais c'est aussi une part significative du trafic de conteneurs, puisque de très très nombreux conteneurs partent de Chine et du port de Busan en Corée du Sud, par le canal de Suez, et puis remontent la Méditerranée, s'arrêtent dans les principaux ports de Méditerranée jusqu'à Rotterdam ou jusqu'aux États-Unis. Donc c'est une part très très significative, selon les marchandises, entre 8 et 25% du commerce international qui passe par ce canal. Donc c'est évidemment des milliards d'euros, et derrière des chaînes logistiques dans des tas de secteurs, donc des dizaines et des centaines d'entreprises qui sont affectées. Voilà, je remercie beaucoup Marc-Antoine Faure qui était au micro de Candice Mazotomazic. Voilà, c'est sur ces mots, sur cette analyse que l'on va se quitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve la semaine prochaine.